Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous mettre un petit bonjour sur le chat, ça nous ferait super plaisir. Le temps que tout le monde arrive. On est déjà assez nombreux connectés, on est déjà pas loin d'une soixantaine, c'est trop chouette. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Sandrine, bonjour Hugues. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Indigo. Hop. Alors, je vais juste... On attend un tout petit peu que tout le monde arrive. Est-ce que tout le monde va bien? Super, Anastasia. Bonjour Alice, bonjour Kéline. Alors, il s'agit d'une toute nouvelle série. C'est la série RSE, un métier, 1000 façons de l'incarner. Donc l'objectif, c'est de mettre en lumière des profils inspirants de responsables venus de PME, de grands groupes et de secteurs aussi divers que la tech, la mode, l'industrie ou, comme on va le voir aujourd'hui, le conseil. Donc, à chaque épisode, nos invités te partageront leur expérience, leurs doutes, leur apprentissage et surtout leurs précieux conseils. Et ils ont en commun un parcours qu'ils ont construit étape par étape, souvent sinueux, parfois solitaire, mais toujours passionnant. Donc, on ouvre le bal avec Cyrine Aouri, responsable RSE chez EPSA, mon cabinet de conseil. Merci beaucoup, Cyrine, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et merci à vous sur le chat de nous suivre. On est plus d'une centaine aujourd'hui. Donc, vraiment, merci de prendre ce temps de déjeuner avec nous. Et bonjour encore à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Antoine, Haïdé. Donc, nous allons passer 45 minutes environ ensemble pour nous partager les coulisses, pour que Cyrine nous partage les coulisses de son métier, son retour d'expérience, ses précieux conseils pour celles et ceux qui souhaitent se lancer. Bonjour Jackie, bonjour Antoine. Donc au programme, on va voir avec elle son parcours vers la RSE, comment on allie RSE et performance assez rapidement, ses projets les plus marquants, les difficultés et apprentissages du quotidien qu'elle a rencontrés. Juste avant ça, je voudrais alors moi je suis Émilie, responsable pédagogique d'Indigo. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mohamed, qui est notre responsable admission. Bonjour à tous. Et donc, je voulais vous partager 2 mots sur Indigo, qui a l'honneur de faire le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, Indigo, c'est l'école de la RSE. Notre philosophie, c'est vraiment donner envie d'apprendre tout au long de sa vie. Et je ne sais pas si vous voyez tous bien mon écran avec les 4 cartes, mais nos formations sont conçues pour être rapidement actionnables en entreprise avec beaucoup de cas pratiques et de mise en situation. On a un bootcamp RSE qui est certifié et reconnu par les RH, qui couvre toutes les étapes clés de la construction d'une stratégie RSE. Nous accompagnons des milliers d'apprenants dans leur reconversion professionnelle en RSE, ainsi que des experts qui souhaitent approfondir leurs compétences. Est-ce que parmi vous, justement, il y en a qui souhaitent se former ? Je vais vous faire passer un petit questionnaire et je vais vous laisser une petite minute pour y répondre. Alors. Voilà, je vous laisse juste une petite minute pour y répondre. Et bonjour encore à tous ceux qui nous rejoignent. On est nombreux aujourd'hui, on est plus d'une centaine pour le déjeuner, donc ça fait plaisir. Il ne reste plus que 30 secondes, donc la question c'était, est-ce que vous envisagez de vous former au métier de la RSE pour savoir un petit peu qui est notre public, est-ce que
vous êtes déjà formé ou pas. Est-ce que vous connaissez plus ou moins, vous avez déjà aussi des connaissances RSE et que vous souhaiteriez les approfondir. Donc, vous êtes nombreux à vouloir vous former ou à y réfléchir en tout cas. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup pour ce sondage. Il y a quand même 70% qui souhaitent se former. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à ces sujets-là. Donc nous, on a une prochaine promotion qui est le 25 août. Donc, c'est vraiment un bootcamp. Donc, c'est dense. Pour justement les personnes qui sont en reconversion, c'est 2 mois avec un rythme qui peut être adapté aux personnes qui sont en poste. Et lorsque vous êtes chez Indigo, vous faites partie d'une communauté. Donc, avec votre premier réseau qui sont les intervenants et les alumni. Et on organise régulièrement des événements qui sont gratuits, en ligne ou en présentiel, tout au long de l'année. On a des événements vraiment dédiés que à nos alumni, par exemple des spectacles de théâtre, improvisation tournés sur l'environnement, des événements carrière, etc. Exclusivement ouverts donc à nos alumni. Nos sessions sont animées par des experts terrain. Vous voyez toujours la slide avec les experts. On a par exemple Marc Perren qui a travaillé 8 ans chez Decathlon International en éco-conception, qui maintenant travaille aujourd'hui chez Eco-Design, chez Salomon, pardon, il est Eco-Design et Circularité Senior Manager. On a Pierre-Louis Thiollier, par exemple, pour les bilans carbone, qui travaille chez Schneider Electric, ou encore Stacy Algren, qui est un peu la star de la RSE, c'est une journaliste. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller, d'ailleurs, déjà dès à présent les rejoindre sur LinkedIn, qui est journaliste plutôt en biodiversité, Top Voice LinkedIn. Ariane Scarbanchi, par exemple, qui est consultante RSE, qui est une de nos N-Masters. Donc, on est accompagné à chaque fois par des N-Masters qui accompagnent et animent les promotions, en plus des intervenants et qui donnent plein de conseils aux apprenants. Et maintenant, on va commencer avec Cyrine. Alors, je vais juste arrêter la diapositive. Plus sympa. Voilà, que vous voyez nos têtes. Bonjour encore à ceux qui nous rejoignent, je viens de voir. Alors, Cyrine, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ton poste actuel et ton périmètre d'action? Très bien, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, merci pour cette opportunité de présenter ce métier qui est le métier de responsable RSE, qui est plein de réalités en fonction des structures dans lesquelles on est, en fonction des collaborateurs avec lesquels on travaille, etc. Pour ma part, donc, comme tu le disais, je suis Cyrine, je suis responsable RSE au sein du groupe EPSA, qui est un groupe de conseil en optimisation de la performance de ses parties prenantes, donc de ses clients, sur des sujets d'achat, sur des sujets de performance énergétique, sur des sujets de conseil en RSE, d'optimisation des charges sociales et fiscales, etc., sur une diversité de thématiques. Et moi, au sein de ce groupe, on est aujourd'hui 5000 collaborateurs à travers le monde, principalement en Europe, mais aussi un peu partout. Au sein de ce groupe, je travaille sur la stratégie RSE du groupe et son déploiement. C'est-à-dire que, à la fois, je vais travailler sur les sujets sociaux, donc notamment en grande collaboration avec les directions RH, de comment est-ce qu'on va travailler pour faire en sorte que la diversité et l'inclusion soient des réalités au sein des différentes entités, des différentes structures qui composent le groupe EPSA. Je vais travailler aussi sur les thématiques environnementales, donc à travers la définition d'une stratégie climat et comment faire en sorte que, même en étant une entreprise de service, on réduise, on améliore notre impact sur les enjeux du dérèglement climatique, on lutte contre le dérèglement climatique à travers des solutions sur les métiers, mais aussi à travers des solutions sur nos pratiques du quotidien, les déplacements, l'énergie, etc. Et enfin, sur les sujets de gouvernance, donc beaucoup avec la direction juridique, de manière un peu plus ponctuelle, mais comment est-ce qu'on va œuvrer sur les sujets de conduite des affaires, éthique des affaires, pour que transparence et éthique soient des réalités dans notre quotidien. Ça, c'est un peu mes to-do régulières. C'est assez complet comme to-do. C'est toute la RSE. C'est super riche. Yes, exactement. Tu es amené à travailler avec les différents services. C'est ça, c'est un peu la casquette de quelqu'un qui est responsable RSE en interne, qu'importe
qu'importe les thématiques, puisque dans mon expérience précédente, je travaillais essentiellement toujours dans un cabinet de conseil, je travaillais essentiellement sur les sujets liés à l'environnement. Mais quand on parle de RSE, et c'est ce qui fait la richesse de ces métiers, c'est la transversalité de tous les sujets qu'on aborde. On a parlé des RH, on a parlé du juridique, on parle des métiers aussi. Quand il y a des directions achats, on parle des achats. Enfin, on parle vraiment de tout ce qui fait la vie et la dynamique de l'entreprise. Et comme notre objectif quand on fait de la RSE, c'est de faire en sorte que tout soit un peu mieux, un peu plus en adéquation avec les objectifs du développement durable des Nations Unies, avec tous ces enjeux au fait où le social et l'environnemental sont un peu au cœur de notre activité. On se retrouve obligatoirement à travailler avec tout le monde, pour et avec tout le monde. Et du coup, c'est ce qui rend ce métier assez intéressant, enfin assez intéressant, très intéressant, de pouvoir comprendre un peu les métiers des autres pour réussir à trouver des terrains d'entente, des chemins en fait communs qui vont permettre une amélioration qui, au fur et à mesure du temps, va être bénéfique pour tous les parties, à la fois les collaborateurs au day-to-day, les clients, les fournisseurs, et puis l'entreprise aussi, puisqu'on le sait qu'il y a une réelle rentabilité aussi, à la fois économique et sociale, quand on se lance dans ces thématiques RSE au sein de l'entreprise. Trop chouette. Et, alors, le but, c'est que ce webinaire soit interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Moi, je me demande, juste pour vous rappeler, Groupe EPSA, donc qui est acteur européen et on peut dire spécialiste de la performance, comment on peut conjuguer performance et RSE? Eh bien, c'est la définition même de la RSE. Non, globalement, aujourd'hui, il y a plein d'études qui le montrent. Chacune peuvent être réfutées, chacune peuvent être challengées, etc. Mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est même avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde, etc., on peut plus faire abstraction des sujets qui sont portés par la RSE. Qu'importe le nom qu'on donne à la RSE, à l'ESG, au CSR, etc. Dans tous les cas, les sujets sociaux, environnementaux, d'éthique, de transparence font partie intégrante de ce que chaque acteur de la société civile doit prendre en main. Et parce que il y a au-delà de c'est bien et on est philanthrope et on a envie, comme pendant longtemps ça l'a été, je veux dire, c'est un vrai levier de performance, un vrai levier de rentabilité d'intégrer les sujets de RSE au sein des sociétés, des organisations, que ce soit des entreprises ou autres, puisque soit on est comme nous une entreprise de service avec toute notre richesse repose sur le capital humain, ça repose sur tous les cerveaux, sur tous les talents qu'on a au sein de l'entreprise. Et donc, eh bien, faire en sorte que chacun puisse s'épanouir personnellement, professionnellement au sein de l'entreprise, ça permet, et c'est complètement lié, on a des études sur la qualité de vie au travail qui montrent que plus les collaborateurs, plus les personnes sont bien, plus elles ont la capacité de passer du temps effectif et réel à réaliser des tâches, etc. Puisque au fait, plus on est bien, plus on est en capacité de pouvoir œuvrer et de travailler, etc. Et donc, tous ces sujets qui vont être liés à l'empreinte sociale, qui est en fait un peu une évidence de comment est-ce qu'on va faire en sorte que on ait de la mixité dans l'entreprise, que qu'importe la mixité, chacune peut s'épanouir et est le bienvenu, etc. Et à partir de ce moment-là, en fait, obligatoirement, ça va amener de l'épanouissement des collaborateurs et donc, du coup, de la performance. Pareil sur les sujets environnementaux, où là, le lien de corrélation, il est encore plus facile, entre guillemets, à montrer, puisque, au fait, aujourd'hui, il y a des risques qui sont liés au climat, si on parle vraiment que de la partie climatique de tout l'enjeu environnemental. On le voit, on est en plein dans une période de canicule, etc. On le voit qu'il faut prendre en compte ces enjeux-là. Et au fait, ça a un aspect très économique. Aujourd'hui, il y a les risques climatiques peuvent être adressés de manière très économique en nous disant ça va nous coûter tant de K euros, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait aujourd'hui à l'échelle internationale. Et donc, du coup, c'est des coûts de demain qu'on ne va pas réaliser et c'est des investissements sur le long cours. Donc, déjà, encore une fois, on rajoute de la performance. Donc, on regarde nos collaborateurs, on fait en sorte que nos collaborateurs soient épanouis, soient au top, entre guillemets. Et donc, du coup, ça va ajouter de la performance. On fait en sorte de prendre en compte les enjeux du dérèglement climatique et d'anticiper les charges de demain. Et donc, du coup, ça va ajouter de la performance.
On a aussi un sujet de comment est-ce qu'on peut intégrer tous ces enjeux du développement durable dans nos offres. Aujourd'hui, nous, par exemple, on a une business line qui s'appelle Sustainability, qui fait du conseil en RSE, qui fait de l'accompagnement de la communication RSE, etc. Et on intègre, en fait, tous ces enjeux-là, on essaie de les intégrer dans tous nos métiers. Puisque, en fait, on le sait que aujourd'hui, demain, on ne peut pas aller voir des parties prenantes, on ne peut pas aller voir des clients en leur disant, ben voilà, par exemple, sur la thématique des achats, eh ben, on ne peut pas aller leur voir en leur disant, ben voilà, on va vous accompagner que sur un sujet de rentabilité financière sans prendre en compte les enjeux ESG, puisque en fait, c'est corrélé et il va y avoir un impact direct entre les deux. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, que pour faire de la performance, en tout cas, moi, j'en suis foncièrement convaincue, pour faire de la performance, il faut intégrer les sujets de RSE pour aujourd'hui et pour demain. Et en plus, même si avec ces derniers mois, les sujets de réglementation autour de la RSE ont pu freiner un peu, il demeure quand même, en tout cas en Europe, qu'il y a de la réglementation qui est liée à ces sujets de RSE, il y a des reporting qui est lié à ces sujets de RSE. Et si aujourd'hui on est, enfin en tout cas c'est vraiment ma conviction première, c'est que si aujourd'hui on traverse une période où justement on est un peu un peu plus notre temps et on fait un petit pas de recul à l'échelle européenne sur ces sujets-là, je suis après convaincue, et de toute façon on l'a déjà vu, que ça va revenir et que c'est les entreprises qui sont précurseuses qui vont pouvoir se démarquer sur le marché et pouvoir répondre encore mieux aux enjeux de demain. Donc voilà, donc en fait pour moi c'est presque, enfin c'est un synonyme de dire RSE et performance. Oui, c'est clair. Donc, pour résumer, du coup, on peut dire que la RSE, ça permet plus de résilience. On est en capacité d'intégrer des enjeux RSE. Plus on est en capacité de les intégrer, plus on est en capacité d'adaptation, de résilience et d'attractivité, du coup. Ouais, totalement, exactement. Et puis, enfin, tu as aussi un impact réel, enfin, effectif de K euros que ça te ramène. Aujourd'hui, nos parties prenantes nous demandent des preuves de labels, certifications, actions qu'on met en place pour pouvoir travailler avec nous. Et du coup, le fait de pouvoir présenter les actions qu'on met en place, etc., bah, ça permet aussi d'avoir un impact vraiment très, très direct au-delà de la résilience de demain. Oui. Il y a une petite question. Alors pour Adeline, on va en revenir après, justement, c'est dans notre fil de questions. Mais du coup, il y a quel levier concret avez-vous activé en interne pour mobiliser les collaborateurs autour de la strat RSE? C'est un exemple Ouais. tangible peut-être. Et ben, ça fait partie aussi du fil d'après, puisque Ah, on peut y revenir alors. ouais, bah, c'est bon. Après, je peux y répondre tout de suite. Mais Émilie est censée me poser la question d'un peu mes grands succès Oui, oui, oui. de mon métier, et ça répond à votre question. C'est globalement, on est convaincu, et je suis convaincue que qu'importe la meilleure stratégie RSE du monde validée par le top de la direction, etc., si on mobilise pas les collaborateurs et on fait pas comprendre aux collaborateurs qu'il y a une stratégie RSE, qu'il y a des choses qui se mettent en place, ça sert presque à rien, puisque en fait, c'est le collectif qui va porter ces enjeux-là. Il faut que ce soit des deux côtés que ça se passe. Et donc, globalement, nous, ce qu'on a fait, et ce que j'ai fait enfin, sur l'ensemble des entreprises dans lesquelles j'ai été, c'est d'avoir plein de référents, des ambassadeurs, etc. Enfin, d'avoir en fait des collaborateurs qui n'ont pas une casquette RSE comme moi je peux avoir, qui ne sont pas des directeurs qui doivent porter ça aussi, mais qui ont envie de se mobiliser, puisque en fait on est plein de citoyens, puisque en fait l'entreprise c'est plein de citoyens au même endroit, on est plein de citoyens à être intéressés par des sujets sociaux, par les sujets environnementaux, etc. Et donc, c'est de permettre aux collaborateurs de se mobiliser. Donc, nous, pour mobiliser les collaborateurs, il y a deux choses. C'est que moi, je suis convaincue que plus on parle de RSE au quotidien, que ce soit des communications, que ce soit des activités, que ce soit plein de choses, il faut qu'il y ait une récurrence et qu'on ne soit pas juste pendant la semaine européenne du développement durable, il y a plein de choses qui se passent, mais tout au long de l'année, la RSE est présente. Et ça passe à la fois par les gens, donc les individus qui portent la RSE, donc soit l'équipe RSE, soit justement des ambassadeurs, des référents qui en parlent auprès de leurs collègues. Et ça passe aussi par l'actualité qui dit voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a fait, voilà comment vous pouvez vous mobiliser. Et notre objectif, c'est vraiment de tout le temps. Enfin, moi, j'ai mon petit calendrier semestriel où je propose tout le temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois au minimum, une activité sur laquelle les collaborateurs peuvent se mobiliser.
Voilà, pour répondre en gros à la question. Et on a perdu Émilie et Mohamed. Du coup, je ne sais pas si c'est moi qui vous ai perdu ou si on a juste perdu Émilie. Si vous pouvez me dire dans le chat. Ah oui, bon, très bien. Bon, on continue. Alors, du coup, je vais être en direct avec vous en lisant vos questions. Comment gérez-vous les sceptiques et les réfractaires? Globalement, du coup, ça rejoint une autre question que Émilie devait poser pendant ce webinaire, ça fait partie des difficultés. Quand on fait de la RSE, et c'est un vrai sujet, alors moi, pour faire un petit focus sur mon parcours, on vous a retrouvé. Pour faire un petit focus sur mon parcours, j'ai fait des études à Sciences Po Lyon, des études sur la gestion de projet, avec un focus sur le Maghreb et le Moyen-Orient, mais avec une vocation de travailler sur les sujets de gestion de projet, diplomatie, travail avec les associations, etc. Puis, à l'issue de mes études, je suis partie en fondation d'entreprise, donc où j'ai travaillé sur du mécénat. Donc, en gros, l'idée, c'était de mobiliser les collaborateurs auprès des associations en ayant référencé et construit avec les associations ce dont elles avaient besoin. Donc, j'ai commencé par la mobilisation de collaborateurs, d'où la réponse à la question aussi précédente de l'importance pour incarner et porter de mobiliser les collaborateurs. Et ensuite, en travaillant sur le mécénat, à l'époque qui était focus sur l'environnement, je me suis dit que là où moi, très personnellement, j'avais envie d'avoir de l'impact, c'est de travailler sur la partie RSE. Donc, vraiment, de travailler sur les bilans carbone, les stratégies climat, de comment est-ce qu'on transforme en interne pour encore plus servir les associations et tout le secteur de l'intérêt général qui œuvre au quotidien sur ces sujets de ESG. Et donc voilà, et ensuite j'ai continué sur la RSE, et donc je suis arrivée chez EPSA pour faire les 3 briques de la RSE. Et donc, pour gérer les sceptiques et les réfractaires, globalement, ça fait partie intégrante du métier de RSE. C'est un sujet, je pense, c'est super important de le savoir quand on se lance dans la RSE, c'est que notre objectif, notre métier, c'est de réussir à comprendre dans l'environnement dans lequel on est ce qu'il se passe, de comprendre les réalités, de comprendre la culture d'entreprise et de s'adapter à elle, puisqu'au fait, qu'importe, des fois on est dans l'industriel, des fois on est dans le service, il y a plein de typologies d'organisation, de vérifier qu'on est en phase avec l'organisation dans laquelle on est. En vrai, moi je pense que c'est très important, que ce soit par ce qui est vendu, par la direction générale, par qui est son N+1, etc. Je pense que c'est très important d'être en phase pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir avoir un impact. Et ensuite, c'est d'essayer de convaincre et à chaque fois s'adapter à son public. On ne parle pas de la même manière à un collaborateur X qu'à un collaborateur Y. On ne parle pas de la même manière en fonction aussi de la position dans l'entreprise et si on attend un oui pour pouvoir avancer ou si on attend juste un oui pour pouvoir mobiliser. À chaque fois, il faut adapter ça. Et donc, il n'y a pas j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse toute faite de comment est-ce qu'on s'adapte à des personnes qui sont un peu plus sceptiques. À chaque fois, il faut réussir à trouver ce qui va fonctionner chez l'autre. Des fois, ça va être de faire le lien, par exemple, de faire le lien directement avec le client. De dire, voilà, là, toi, tu n'es pas convaincu par ça, mais ton client te le demande. Du coup, en fait, tu vois bien qu'il faut qu'on avance. Ou ça va être de dire, OK, bon, toi, les sujets, apparemment, ça ne te touche pas du tout. Mais du coup, les sujets environnementaux, regarde, il faudrait qu'on fasse ça, ça et ça. Et au fait, c'est vraiment toujours à chaque fois s'adapter. Et pour le coup, un vrai sujet de comment faut toujours, je pense qu'il y a une vraie posture de se dire que c'est notre rôle et que c'est OK d'avoir des personnes en face de soi qui sont pas d'accord, puisque c'est notre rôle de faire en sorte de leur faire comprendre l'intérêt de ce qu'on fait. Et je pense aussi que le sujet aussi derrière ce métier, ce n'est pas de créer des convictions chez les gens, même si c'est quand même très cool quand ça arrive, mais plutôt des convictions personnelles, pardon, chez les gens, mais plutôt de faire en sorte que au sein de l'entreprise, ils comprennent que c'est un enjeu et qu'il faut suivre ça. Et au fait, ce qui se passe obligatoirement, c'est que
au fur et à mesure, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, de mon expérience, au fur et à mesure, ça s'intègre aussi dans les cerveaux, de chacun. Voilà, donc une réponse à plein de sous-titres et de tirets, mais globalement, il faut toujours s'adapter et ne pas prendre personnellement les enjeux et se dire, bah voilà, c'est notre rôle et c'est un nouveau challenge et réussir à voir qu'est-ce qui fonctionne chez l'autre pour pouvoir se faire. On vous entend plus, par contre, vous avez votre micro qui est coupé tous les deux. Voilà, c'est bon. Hello, décidément, après cette coupure d'électricité. Non, je disais, et c'est ce qui peut. Alors, bien sûr, changer tout le monde et convaincre tout le monde, mais je trouve que c'est aussi une réussite quand on réussit à embarquer avec soi quelques réfractaires, ou en tout cas qui n'étaient pas au départ, qui n'avaient pas cette connaissance de tous ces enjeux RSE et qui petit à petit s'informent, posent des questions, s'y intéressent. Je trouve que c'est vraiment la meilleure des réussites. Oui. Moi, pour rebondir un peu, j'ai un exemple comme ça c'était un projet sur les sujets de compensation carbone. Bon, on a notre avis sur la compensation carbone, etc. Mais, donc, c'était un directeur qui voulait impérativement faire de la compensation et qui me disait, bah, du coup, on va planter 3, 4, 5 arbres. Et donc, j'avais passé des heures et des heures à avoir un débat avec lui en disant que bah, si on voulait aller sur cette typologie d'action, il fallait que on n'aille pas juste planter un arbre dans une ville tout seul, mais plutôt aller dans une forêt, etc., en termes d'aspiration carbone, enfin, bon, dans les détails, etc. Et pendant des jours et des jours, sur plein de réunions, il me disait, mais non, mais Cyrine, je pense que c'est pas incroyable, etc. Et je me rappelle toute ma vie, un lundi matin, je reçois un mail en disant, alors j'ai réfléchi, j'ai lu quand même pas mal de choses et vu des documentaires, en fait, on va pas du tout dans le bon sens, il faut absolument plutôt qu'on aille dans la partie des forêts, ça a beaucoup plus d'absorption carbone, etc. Et alors là, bon, bah, il y a un peu de la frustration en disant, mais ça fait quand même des mois que je te dis qu'il faut pas faire ça. Mais en fait, c'est une énorme réussite, parce que en fait, ce qui est important, c'est l'impact et c'est pas son ego, etc. C'est vraiment l'impact de dire, bah, ça y est, c'est rentré, qu'il pense que ça vienne de moi, d'un documentaire, d'un échange avec une association que je lui ai fait rencontrer, etc., etc. En soi, ça nous est égal, puisque in fine, ce qui se passe, c'est qu'on fait des bonnes choses avec un bon impact derrière. Donc voilà, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, Émilie. Trop chouette. Et, vas-y. Oui, je voulais juste ajouter une chose parce que c'est super intéressant ce que nous dit Cyrine. Et lors du bootcamp, justement, je crois que c'est la 16e leçon où on aborde la sensibilisation et conduite du changement avec la liste des bonnes pratiques et des choses à éviter pour mobiliser les équipes. Les questions à se poser pour connaître ses forces et se mettre en avant, les étapes et les outils de la conduite du changement. Donc, ça fait complètement sens ce que nous dit Cyrine. Eh ben, trop bien. Et justement, quand on avait préparé le webinaire, tu m'avais parlé d'une de tes réussites aussi, qui était, tu te rappelles quand tu avais réussi à regrouper le top 15 du groupe pendant 4 heures pour parler uniquement des règlements climatiques et comment l'entreprise s'engage. Est-ce que tu peux nous en parler en 1 ou 2 minutes? Ouais, bien sûr. Oui, en gros, du coup, c'est ça. Il y en a. J'ai la chance, en vrai, d'en avoir plein. Mais c'est vrai que les 2 premières histoires qui m'étaient venues en tête, c'est ce que je vous disais plutôt sur bah, le fait d'avoir une émulsion de la part de plein de collaborateurs qui se mobilisent et au fait qu'ils deviennent totalement autonomes sur ce qu'ils peuvent proposer aux autres collaborateurs en termes de SG, de mobilisation, etc. Donc ça, c'est du pain béni quand on y arrive et c'est incroyable. Et l'autre chose, c'était un peu les deux faces. C'était que bah, chez EPSA, on a pu donc on a lancé une stratégie climat en suivant une méthodologie de l'ADEME, etc. Donc on a construit l'ensemble de ces enjeux. Et pour pouvoir avoir une validation, puisque pour le coup, c'est très important de mobiliser les collaborateurs, mais si le top direction, le top leadership ne suit pas, c'est pas possible. Et donc, une des plus grosses fiertés, c'était bah, de pouvoir réunir pendant 4 heures, comme tu le disais, Émilie, le top 15 du groupe pour parler des enjeux du dérèglement climatique, pour valider la stratégie climat. Et bah, c'est assez énorme hein, d'avoir ce moment de réunion où l'enjeu principal, c'est se dire mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour lutter contre le dérèglement climatique.
Donc ça a été une énorme joie, une énorme fierté de pouvoir faire ça et de pouvoir avoir cette cohésion et ce collectif qui se rassemble et qui réfléchit sur un sujet qui est absolument important, mais qui du coup met du temps aussi à s'intégrer dans les entreprises. Donc trop bien. Trop bien, en plus tu me disais qu'ils ont pris 5 engagements qu'ils sont en train de mettre en place là actuellement. Tout à fait, tout à fait. On a 5 engagements qu'on a construits dans le cadre de la stratégie Acte Pas à Pas. Mais bon, après, sur tous les enjeux du climat, à la fois la transformation du groupe et de nos offres, la transformation et la réduction avec une trajectoire carbone de notre impact environnemental. Et donc ensuite, on continue. Enfin, l'avantage, en fait, de pouvoir rassembler un top 15 et de valider ça, c'est qu'ensuite, ça s'essaime. Et aussi, c'est aussi l'importance de l'exemplarité. C'est à partir du moment où on passe du temps, on passe 4 heures à travailler sur ça. Tout le monde peut le faire aussi dans l'entreprise et on doit tous aussi faire partie de ce travail collectif. Et on parlait tout à l'heure d'avoir des référents, des ambassadeurs RSE, et tu m'avais aussi partagé ta fierté que en fait, tous ces référents ambassadeurs finalement devenaient autonomes. Et pour toi, c'est la fierté depuis justement, tu as fait la sensibilisation et petit à petit, tu vois que ça infuse après et que c'est d'autres personnes qui portent les messages RSE au sein du service. Et tu m'avais même parlé du cas KPMG, tu sais, avec tes anciens collègues qui continuent de réaliser des fresques du climat, même 2 ans après ton départ. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu c'est ça un peu Enfin, c'est pas un peu, en fait, c'est ça l'objectif de notre rôle en tout cas d'après moi, de notre rôle en tant que responsable RSE, c'est de pas personnaliser la RSE et d'incarner l'engagement, d'incarner mais de pas, de faire en sorte que ça sorte un peu de soi, de l'équipe, de la direction RSE, puisque l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que ce soit transverse. C'est un peu l'objet même de la RSE, c'est de faire en sorte que ce soit transverse. Et donc, de sensibiliser ses collègues, de former ses collègues et de faire en sorte que ce soit porté par d'autres, c'est là où c'est beaucoup plus fort et ça s'impulse et ça se transmet de manière beaucoup plus forte que si c'était juste la direction RSE qui fait ces choses dans son coin sans que ce soit le cas. Alors, je m'excuse par avance parce que je crois qu'on a des travaux. Alors, décidément, entre l'électricité et les travaux, j'espère que vous nous entendez bien. On a parlé un petit peu des difficultés dans ton rôle. Tu avais parlé de difficultés et en même temps, si tu ne prends pas à cœur, c'est un challenge, mais qui peut justement être une belle aventure. Tu parlais de toujours devoir convaincre. Ouais. Tu m'avais parlé aussi de lenteur de process. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as pu rencontrer et comment tu as réussi à les contourner? Du coup, on en a déjà un peu parlé pendant votre pause de coupure d'électricité. Mais évidemment, le sujet il y a toujours des difficultés. Il n'y a aucun métier où on va vous dire que c'est tout rose et qu'il n'y a pas de problème. Et oui, je pense que les choses qu'il faut avoir en tête, donc c'est la question tout à l'heure il y a des personnes qui sont sceptiques en face de soi, c'est sûr et certain. La société est composée de gens qui sont pas tous convaincus par les sujets sociaux et environnementaux, donc évidemment vous allez les retrouver dans l'entreprise, dans l'organisation dans laquelle vous êtes. Donc il y a ce sujet il y a un vrai sujet quand on fait de la RSE dans une entreprise en interne, on est bien vu comme quelqu'un qui est militant et qui est un peu à côté en termes de militantisme par rapport à la réalité de l'entreprise. Et c'est un côté méga frustrant puisqu'on est là, on peut avoir ce côté en se disant mais non, mais pas du tout. Enfin, en fait, c'est une logique évidente ce que je vous dis, de faire attention à la planète, de faire attention aux gens, etc. Donc il y a ce côté où des fois ça peut être très compliqué de se dire mais c'est pas si énorme ce que je propose et pourtant c'est logique et toute structure doit être en capacité de prendre le temps et on doit être en capacité nous en tant que responsable de trouver le bon moment pour y aller, etc. Et donc sur certains aspects peut y avoir un côté
de frustration parce qu'on se dit, oh, bah, mince, moi j'aurais trop aimé, d'après mon plan d'action, ma stratégie RSE, je devais faire ça il y a 3 mois, bah, pour finir, en fait, je vais devoir attendre 6 mois parce que c'est pas le bon moment, etc., etc. Donc, il peut y avoir ce côté-là de devoir un peu attendre. Et j'avais une autre difficulté, mais que j'ai oublié au fur et à mesure que je vous parle. Mais bon, du coup, je vais directement aller sur la solution. Par rapport à ça, de savoir s'adapter, etc., c'est très important d'avoir plein d'alliés. Les référents RSE, ambassadeurs RSE, etc. sont, quand on a une direction qui est à fond et qui se rassemble, c'est aussi des alliés. Et en fait, il y a plein d'alliés qui existent dans une structure, dans une organisation. Et c'est super important de les trouver, notamment parce qu'il y a une autre difficulté de ce métier, c'est que il peut y avoir un petit côté de solitude puisqu'on porte des sujets de RSE. Les directions RSE, équipes RSE, la plupart du temps, c'est pas non plus des centaines et des centaines de personnes, hein. Et donc du coup, il y a ce côté un peu où on peut avoir ce côté de solitude en disant, bah mince, je suis tout seul ou toute seule à essayer de bouger plein de choses. Et donc, d'où l'importance des alliés, parce qu'en fait, il y en a plein. Il suffit juste de chercher et il y en a plein. Donc voilà. Et savoir faire un pas on va dire, en arrière, de recul quand on se fatigue. C'est ça, ouais, c'est exactement le conseil final. C'est vraiment de se dire, ouais, de, bah, c'est ce que je trouve incroyable dans ce métier. En fait, en même temps, je regarde les questions. C'est de poser la question, de dire est-ce que c'est apprendre à faire des choix difficiles? Est-ce que il y a des exemples de mutualité entre les services pour pouvoir avancer, etc. C'est ça qui est assez incroyable dans la RSE et dans ce métier en tant que responsable RSE en interne, c'est que impossible d'avancer sans mutualiser les expertises des services. Je vous donne un exemple. Voilà, on travaille sur, le plus simple, la consommation énergétique, sur le fait de transitionner vers des énergies décarbonées. Donc, pour ça, il y a plein de parties prenantes autour de ça. Déjà, il y a tout ce qui va concerner l'office management qui s'occupe de la contractualisation avec les prestataires. Nous, on a une business line qui est spécialisée sur les performances énergétiques. Donc, en fait, on va aller chercher auprès d'eux quel est le meilleur fournisseur, etc. Ensuite, on a les directeurs finaux qui signent les papiers. Et au fait, pour pouvoir avancer, il faut réussir à mettre autour de la table près tout le monde en disant voilà le besoin, est-ce que toi tu es d'accord? Ok, bon maintenant on va travailler avec toi. Au moment où nos collègues de la BL Énergie vont trouver le meilleur prestat, etc., il va falloir contractualiser directement, etc., etc. En fait, ça se démultiplie sur plein de choses. On travaille sur le sujet de la diversité et l'inclusion, sur l'égalité de genre et comment est-ce qu'on a plus de représentativité. Et pour ça, on travaille avec les DRH pour se dire voilà, quelles sont vos pratiques en interne? Est-ce que là, il faudrait pas qu'on fasse un petit diagnostic pour vérifier qu'on est vraiment sur une égalité, etc. Si c'est pas le cas, avec qui on va travailler, avec quel prestataire, avec quel partenaire on va travailler. Et à la fin, en parallèle, il faut aussi convaincre en interne. Donc, on va mobiliser des collaborateurs, on va faire des ateliers, on va parler avec la direction, le management, etc. Enfin, c'est vraiment obligatoirement, il n'y a aucun projet, en toute honnêteté, que j'ai réalisé où tu ne mutualises pas les expertises des différents services. Des fois, c'est un seul service. À partir du moment où c'est le service RSE plus un autre service, c'est quand même deux services. Tu es un peu tout le temps obligé de faire ça. Et par ailleurs, au-delà d'une obligation, c'est globalement ce que je conseillerais à tout le monde, c'est d'avoir ce travail de transversalité, puisque déjà, même si on connaît très bien notre métier de RSE, qu'on se forme à des outils, d'où l'importance de se former, etc. Mais c'est l'objet même de ce webinaire. Mais qu'importe tout l'historique qu'il y a autour, et qu'importe les années d'expérience qu'on peut avoir, on passe toujours à côté si on ne travaille pas en transversalité, puisque on n'est pas dans la réalité effective de nos collègues. On n'est pas face aux clients en continu, même si des fois, et de plus en plus c'est le cas, mais on n'a pas les réalités métiers, etc. Et ne pas prendre le temps de travailler en collectif sur certains aspects, en tout cas à des moments clés de la gestion de projet, parce que
en gros la gestion de projet fois autant de choses que vous voulez transformer. Et ben, du coup, on passe à côté d'une bonne transformation. Et même si on a bien fait les choses en termes de transformation, les gens ne vont pas autant adhérer au projet que s'ils font partie de la transfo. Et donc, du coup, ils vont beaucoup moins l'incarner. Et donc, l'essaimage va être beaucoup moins important. Donc, la mobilisation va être moins importante, etc., etc. D'où l'importance d'avoir un peu ce combo diagnostic, transformation, mobilisation, communication sur chacun de ces projets. En plus, on n'est pas expert dans tout quand on est RSE, donc on a aussi besoin d'experts soit externes, soit terrain. Et comme tu l'as dit, on en parle plus facilement comme ça. Est-ce que c'était ton dernier conseil ou est-ce que tu voudrais en apporter un autre ou donner une dernière information Eh ben, je vais répondre à Patrick. Du coup, c'est selon moi, pour piloter les synergies RSE à travers les projets, il est préférable d'utiliser une approche mesure ou une approche d'amélioration continue. Je pense que la réponse, elle est des deux. C'est-à-dire que je pense que c'est bien de suivre des labels, des certifications. Il y en a plein qui existent. Il y a la CSRD quand même qui vient mettre un coup d'accélérateur sur ces sujets et qui suit des plans d'action sur le long terme. Et qui du coup, en fait, permet d'avoir un cadre dans lequel s'intégrer et suivre pour pouvoir faire les choses bien entre guillemets. Et au fait, on est obligé, en fait, la CSRD est l'exemple même d'avoir une approche mesure puisqu'on est obligé d'avoir des KPIs de suivi. Par exemple, le meilleur exemple, on a une stratégie climat sur plusieurs aspects, comme tu le rappelais, Émilie, avec plein d'engagements. Mais si on parle que de la trajectoire carbone, qui est de réduire de 52% nos émissions en intensité, scope 1, 2, 3, de 2021 à 2030. Bon. Dedans, dans notre plan d'action, il y a plein de choses qui vont consister à des transformations de politique. On parlait d'énergie tout à l'heure, etc. Il y a plein de choses qui vont reposer aussi sur la mobilisation, la sensibilisation, la formation des collaborateurs pour qu'ils puissent appréhender ce sujet-là et adapter les bonnes pratiques. Et donc ça, c'est sur du long terme, parce qu'on est sur du 2030. Il y a des entreprises qui sont sur du 2050. Bon. Mais obligatoirement, pour vérifier que tous les ans, on va dans la bonne ligne et qu'on suit notre plan d'action, on ne peut pas se dire qu'on va vérifier tous les 3 ans. Donc, nous, on réactualise le bilan carbone tous les ans. En tout cas, il y a des entreprises qui font tout le bilan carbone. Il y en a qui vont le faire que sur là où elles ont travaillé. Elles ont travaillé sur les déplacements, elles vont réactualiser cette partie-là. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un peu ce suivi de KPIs en fait, annuels pour se dire, OK, on est bien, on réajuste ou on ne réajuste pas, on continue, etc. Donc, c'est un peu un micmac entre les deux. Et avec la CSRD, de toute façon, on est un peu obligé de faire les deux. On est de plus en plus obligé de faire les deux en fonction de la taille de l'entreprise. Mais il y a d'autres approches VSMEL. Bon, ça, du coup, je vous laisse monter en compétence là-dessus, mais qui permettent au fait d'avoir un peu mesure et amélioration continue. Ça doit aller de pair. Voilà, en gros. Merci Cyrine. Je vous invite à remettre les questions qu'on n'aurait pas traitées sur le chat. S'il vous plaît, si on en a loupé. Avant qu'on réponde aux dernières questions, je vous remets un petit récap sur la formation, les prochaines dates, les petites infos pratiques. Juste là. Hop. Et je vous relance aussi le petit sondage pour ceux qui ne l'avaient pas vu tout à l'heure, pour savoir un peu quel est votre niveau de formation, si vous envisagez de vous former. Je le remets là également. Je vous laisse une petite minute, pareil, pour y répondre pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Voilà, je crois qu'effectivement, tout le monde ne l'avait pas rempli, c'est pour ça. Donc, juste pour vous résumer, nos formations chez Indigo, ça vous permet d'avoir une overview 360 sur la RSE en 2 mois. C'est très intense, avec un jour en présentiel en onboarding et à la fin. Donc, c'est pour aussi vous rassembler entre vous. Et le reste, c'est des sessions live, 2 jours par semaine, le soir, de 18h à 21h. Et donc là, vous allez voir tout le pan environnement avec la biodiversité, l'empreinte carbone, environnementale, jusqu'au social, la collaboration RH, RSE, l'inclusivité, en passant par la communication responsable. Le process de recrutement se fait par notre responsable admission, Mohamed. Donc, tu peux remettre peut-être le lien vers ton agenda.
Si vous voulez, juste après le webinaire, généralement, il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Donc, prendre rendez-vous avec Mohamed. Il y a plusieurs financements qui sont possibles, le code de vos entreprises, France Travail, CPF. À titre personnel, vous pouvez payer en plusieurs fois. Il y a une prochaine promo, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui est le 25 août. Donc, il reste encore quelques places, mais ne traînez pas parce que c'est quand même la formation qui est le plus demandée pour septembre, pour la rentrée, vu que c'est nouveaux objectifs, rentrée, etc. Donc, ne traînez pas. Si vous souhaitez vous inscrire, et comme on vous le disait tout à l'heure, ça vous permet de gagner en légitimité parce que c'est une formation qui est certifiante, qui est reconnue par les RH, donc qui vous donne la certification mise en œuvre de la politique RSE de l'entreprise, un format hybride et en même temps, vous allez rencontrer beaucoup d'experts parce que par thématique, vous avez vraiment un expert terrain, plus toute la communauté alumni. Et maintenant que c'est dit, on va pouvoir voir s'il y a d'autres questions qui sont passées. Désolée encore pour le bruit des travaux derrière, ça ne doit pas être agréable pour vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, Hélène qui dit France Travail ne finance plus, on a encore des dossiers. On a encore, alors, de moins en moins, ça c'est vrai. Il faut bien s'entendre avec son conseiller et faire des sacrées lettres de motivation, mais on en a encore. Effectivement, CPF, ça fonctionne mieux que France Travail, mais en tout cas, il faut toujours tester. Il faut toujours tester parce qu'on en a encore. Et prochaine promo, le 25 août, oui. Et après, c'est au mois d'octobre, la prochaine? C'est ça. C'est octobre. Le 6 octobre. Le 6 octobre. 6 octobre. On en a 3 jusqu'à la fin de l'année. On en a une qui commence 6 octobre et la dernière? Et la dernière en novembre. En novembre. Et la dernière en novembre. Voilà. Et donc, celle du mois d'août, elle se termine le 4 novembre. Est-ce qu'on a répondu? Oui, 2 jours en présentiel peuvent poser problème. Alors, c'est juste une demi-journée au tout début, parce que c'est vraiment pour pouvoir vous rencontrer. Forcément, vous allez créer aussi beaucoup de liens en ligne, mais c'est sympa de voir tout le monde. Et une demi-journée à la fin, si vraiment vous pouvez pas, vous pouvez vous connecter à distance. C'est pas le plus idéal, mais c'est possible. On a eu des personnes qui ont suivi depuis la Belgique, depuis la Réunion, depuis l'Ouganda. Donc c'est juste que vous n'aurez pas la meilleure expérience, parce que c'est toujours mieux en présentiel de rencontrer tout le monde. Ça finit toujours par un apéro en plus. Il y a une question de... Pas de réponse encore. Alors, pour Christian, les politiques actuelles tentent à privilégier la simplification. Du coup, est-ce que la démarche RSE ne risque-t-elle pas d'être reléguée au rang de non-priorité dans la stratégie des entreprises? Eh bien, foncièrement, je ne crois pas. Je ne pense pas, en tout cas. En fait, on en a déjà vécu plein des moments comme ça, des moments où, en gros, la RSE est allée, a été mise sur un coin et on s'est dit, au fait, non, c'est pas possible. Mais en fait, ça revient. Ça revient pour ce qu'on s'est dit un peu en introduction, c'est-à-dire que il y a un aspect aussi très économique sur le fait d'avoir des collaborateurs qui restent, une réduction du turnover, une attractivité, etc., qui est quand même beaucoup lié au sujet, à plein de sujets, évidemment. Il n'y a pas que la RSE à l'intérieur, même si globalement, dans la RSE, il y a beaucoup de choses, mais à l'engagement de l'entreprise, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui regardent ces enjeux-là. Donc, il y a cet enjeu-là. Ensuite, il y a tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les risques financiers qui sont liés aux enjeux du dérèglement climatique, les risques financiers qui sont liés au fait que si on ne s'engage pas, en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de parties prenantes qui nous le demandent. Et si la réglementation a mis un petit coup de stop, elle existe toujours. Elle existe pas sur les mêmes ambitions que était la CSRD au tout début, mais il y en a toujours. Et personnellement, il y a plein d'entreprises où ça continue et il n'y a pas eu de stop à ça. Il y en a, ce serait mentir que de dire que c'est toutes les entreprises. Il y a en effet des entreprises qui ont mis un petit coup de frein en disant on va attendre de voir, mais c'est déjà arrivé et ça revient toujours. Ça revient toujours parce que c'est un enjeu de société et qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe autour de nous. L'entreprise, l'organisation faisant partie intégrante de la société civile, donc elle doit voir en fait et doit pouvoir appréhender et être actrice de ce qui se passe. Donc, oui, ça peut faire un peu peur sur certains aspects. Je suis assez d'accord des fois. Cependant, aujourd'hui, c'est toujours présent
dans les boîtes qui ont commencé à avancer, ça reste. Et je pense ça va continuer de s'accélérer. On voit que ça repart d'ailleurs un petit peu, là, enfin même de plus en plus, parce qu'il y a eu cet arrêt là au moment de la loi Omnibus, où ça a frisé un peu le marché. Et là, pour parler tous les jours avec des consultants, ils me disent que, bon, alors forcément, ils vendent plein d'autres choses que l'émission CSRD. Mais là, ils me disent que ça repart parce que tu as quand même pas mal d'entreprises qui veulent s'y préparer parce que ça prend du temps. Bien sûr. Et qui ne le font pas aussi que pour la réglementation, ça peut être pour plein d'autres raisons. Ouais. Forcément, parce que c'est un enjeu pour eux d'attractivité, que ce soit pour les investisseurs, pour leurs collaborateurs, ou tout simplement parce que c'est dans leurs valeurs, mais il n'y a que plein d'autres raisons de le faire. Eh bien, est-ce qu'on a d'autres questions? Quel est le niveau de certification obtenu ou c'est un diplôme? C'est une certification RNCP. Voilà, je pense qu'on a répondu à tout le monde. Merci Cyril, merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est Join Indigo, comme c'est écrit sur le IN Indigo. Vous nous trouvez sur YouTube avec tous les replays. Donc ce webinaire sera posté en replay dans quelques jours aussi. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister jusqu'au bout ou qui n'ont pas pu y assister tout court. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On a également d'autres événements qui sont ouverts à tous pour suivre toute l'actualité ESG aussi, rencontrer du monde. Quand on est justement en phase de doute pour faire une formation, se lancer dans la RSE, on aime bien justement pouvoir partager nos expériences, prendre des conseils. Donc, c'est le moment d'assister à... Et n'hésitez pas à vous inscrire au bootcamp RSE pour le 25 août ou pour les prochaines dates. En tout cas, merci vraiment à tous et à toutes. Il y a eu pas mal d'interactions sur le chat. C'était très chouette que vous participiez. Merci beaucoup. Merci Patrick d'avoir posé tes questions. Alice, Muriel, Sandrine, Sylvaine, Hugues, etc. Merci pour tout. Et je vous souhaite une très, très, très belle journée. Merci Cyrine aussi. Merci beaucoup pour ton précieux Merci à vous. Témoignage. Et je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.